Mesdames et messieurs, bienvenue pour le lancement de la saison 2 de Talk with Dave. Et comment vous dire que j'ai l'énorme plaisir et la grande chance d'avoir comme première invité, on va dire témoin de mariage de cette deuxième saison, Talk My Football. Comment vas-tu? Ça va. Si j'avais su qu'on me présenterait en tant que témoin de mariage, je serais mieux un petit peu mieux fringué et pas avec mes Oh, ça pyjamas va. habituels de tournage. Mais écoute, c'est un plaisir d'être là. Bah écoute, vraiment plaisir partagé. Tu fais partie des figures de la branche YouTube Foot que je suis et que je suis même depuis avant que moi j'ai ouvert ma chaîne. Tu faisais partie des YouTubeurs, si je peux appeler ça comme ça, que je regardais déjà en tant que consommateur. Donc c'est un petit peu une fierté pour ma part de t'avoir sur ma chaîne. Donc voilà, un grand merci à toi d'avoir pu et de nous consacrer un petit peu ce temps-ci. Et je vous invite d'ores et déjà, si vous connaissez pas, mais non, si vous êtes sur ma chaîne, vous devez quand même un petit peu connaître, allez regarder les différentes chaînes de Talk My Football parce qu'il y en a également une secondaire et on va en parler aussi de ça dans cette vidéo. Donc petit échange pour parler un peu du rapport au foot et un petit peu aussi de la vie de TMF. Première question pour déverrouiller justement ces petites questions. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu un ordre d'idée de ton année de naissance et de où est-ce que tu es né pour qu'on se rende compte un petit peu? Alors, on commence par le coup de vieux. Année de naissance 94, Ok, homme ok. d'un autre siècle. Donc, 32 ans depuis quelques mois désormais. Ce qui fait que forcément, je rentre dans la catégorie des vieux quand on parle de foot, quand on échange sur X, sur YouTube, etc. Et lieu de naissance, je supporte le FC Nantes. Je parle beaucoup de Nantes parce que j'y ai longuement vécu, mais je suis né et j'ai grandi en Vendée, donc un petit peu au sud de Nantes. Ok, ok. Mais pas non plus, t'es pas non plus totalement à l'opposé, c'est pas si loin que ça Non, non et plus. pour dire les choses très clairement, la Vendée a pas de très gros clubs de foot, même s'il y a La Roche-sur-Yon qui est en Ligue 3, il y a les Herbiers qu'on a vu en Coupe de France, C'est il y a vrai? eu quelques petites aventures, mais du coup, il y a beaucoup, 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 beaucoup de supporters du FC Nantes en Vendée. C'est un peu le département vassal, tu vois, de la Loire-Atlantique en termes de football. Les Vendéens sont pas mal pour Nantes de ce que j'ai pu voir, moi. Ok, ok, ok. Bah c'est bien, on en apprend déjà un petit peu. Et bah justement, après cette petite présentation d'introduction, est-ce que tu peux commencer à répondre à ce qui est toujours la première question dans Talk with Dave, qui est quel est ton premier souvenir du rapport avec le ballon rond? Ouais, ben écoute, je vais donner un souvenir de Footix, un souvenir qui va être assez original pour un mec dont le taf est aujourd'hui créateur de contenu foot. Moi, il faut savoir que je regarde du foot depuis toujours, hein, comme beaucoup d'entre nous, mais je me suis pris de véritable passion pour le foot relativement tard. Ok, C'est-à-dire que moi, quand j'étais jeune, mais jusqu'à tard, hein, jusqu'au collège, tu vois, ok, je regardais du foot, ça pouvait m'intéresser, je jouais au foot avec mes potes, mais j'avais pas une passion absolument énorme pour le football. Et je pense que mon premier souvenir où je me suis dit, tiens, en fait, je comprends pas le foot comme les autres. Je m'y intéresse pas autant, je suis peut-être pas autant passionné que les autres, même si ça a changé avec le temps, tu t'en doutes. C'est en 2006, donc j'étais encore ok. tout jeune. La finale de 2006 que tout Le le monde classique. connaît, qu'on l'ait Ouais, vécu ou pas. ouais. Et moi, j'étais dans une petite ville vendéenne et la finale était diffusée dans la salle des fêtes en fait de la ville. Et c'était un gros événement, c'était trop cool et tout. Et moi, L'avant-garde des fan zones. ben ouais, non, mais c'est ça. Et c'était trop cool en vrai, parce que j'étais dans une petite ville, tout le monde se connaissait et tout. Et du coup, ben, j'étais avec mes potes d'école, quoi. Et je m'en souviens. Moi, j'étais évidemment déçu, comme tout le monde, mais j'ai un pote qui avait fondu en larmes. Mais comme t'imagines pas, Oh, quoi. Et en plus, tu sais, c'était le pote qui était un peu le leader, tu vois, un peu le mec solide et tout pour prendre des clichés. Mais là, vraiment, il avait fondu en larmes, il était dévasté. Et je m'en souviens, j'avais beau être gamin à l'époque, je m'étais dit, bon, ouais, je suis déçu, mais je me demande si un jour j'aurais cette émotion liée au foot, tu vois. Je m'étais ouais, déjà, posé la question. t'avais ce recul déjà sur se poser la question, ouais. Et ça m'avait marqué. Et du coup, c'est marrant. Alors, j'ai jamais pleuré pour un match de foot. Mais Ok. par contre, c'est là où je vois que mon rapport avec le foot a évolué. Parce qu'effectivement, c'est arrivé bien des fois par la suite que je sois d'une humeur massacrée ou franchement triste à cause de matchs.
Donc c'est là que je vois aussi un peu mon évolution par rapport à mon rapport au football. Ouais, ok, très bien. Et donc, est-ce que à ce moment-là, comme à peu près 95% des Français, tu as généré une détestation nocive pour tout ce qui est le football italien à partir de ce moment-là? Parce que quand ta construction footballistique, c'est ça, je pense que tu pars avec un certain biais finalement. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, en vrai, moi, je l'avais plus pris sur le côté, tu vois, ça me dépassait un petit peu. Il y avait évidemment la rivalité, il y avait évidemment le seum, quoi qu'on dise. Mm. Mais après, c'est tellement tourné, je te parle de ça, c'est souvenirs d'enfance. Moi, faut savoir, j'ai une très mauvaise mémoire. Mais phénomène de culture avec même l'horrible chanson Zidane il a tapé, toutes les Ah oui, c'est polémiques que vrai. tu avais autour de Mm. ça et tout. Moi, c'est plutôt ce que j'en retiens, tu vois. C'est plutôt ça qui m'a marqué, c'est toutes les polémiques qu'il y avait autour de Zidane et que je trouve hyper intéressantes parce qu'à l'époque, je les voyais avec mon regard d'enfant. Ouais. Et maintenant que je suis beaucoup le foot, que j'ai évidemment un plus grand recul dessus que quand j'étais gamin, je me dis, ah bah tiens, c'est marrant de voir comment ça a été traité à l'époque. Qu'est-ce que ça en serait aujourd'hui si on avait la Mm. même situation, mais avec les réseaux sociaux, les émissions sur les chaînes de télé, sur les radios, où tu es obligé d'occuper 8 heures de débat à l'antenne. J'aime bien me dire, ok, je l'ai vécu comme ça à l'époque, j'en retiens ça, mais aujourd'hui, ce serait tellement différent. Ah ouais, ça serait vraiment différent, je suis totalement d'accord avec toi. Et donc, parce que donc, si je comprends bien, moi, t'avais 4 ans au moment de 98, donc t'étais beaucoup trop jeune pour que ce moment ait été porté, en fait. J'ai un Ouais, souvenir en poussette avec ma mère, tu ouais, vois. Je sais même plus si c'est en poussette ou autre d'ailleurs. Enfin bref, en mode, j'ai un vague, mais un seul. Quand je dis un ouais, souvenir, c'est que j'ai un flash d'un ouais. moment Ok. où mes parents sortent et on se balade, mais tu vois, pour fêter le truc, mais Ouais, ouais, voilà. Non, mais oui, de toute façon, à 4 ans, aucun c'est... souvenir, ce serait la Ouais, même. Je pense ouais. qu'on peut dire aucun souvenir. Ouais, aucun souvenir. Et donc voilà, donc 2006, ça commence vraiment à naître. En vrai de vrai, moi, pour parler de Speed, moi, c'est pareil. C'est-à-dire que en fait, la finale 2006, elle me lance un peu. J'y arrive après un peu plus dans le football, mais c'est un peu pareil que toi. Donc 2006, ça commence à arriver. Est-ce que immédiatement, donc à partir de cette finale-ci, tu commences à rentrer dans une passion dévorante du football, ou ça se fait petit à petit, et à travers quel biais ça se fait? Est-ce que ça se fait à travers toujours l'équipe nationale, ou est-ce que le football de club commence à t'attirer? Non, moi quand je sais que j'ai été pris sur le tard, c'est que ma vraie passion pour... Alors je regarde toujours le foot, Hmm. etc. Mais en vrai, je suis l'archétype du footix et je dis ça sans connotation péjorative parce que je suis Ouais, totalement OK avec ça, tu vois. Mais là où je commence vraiment à m'intéresser au foot, c'est à mes 18-19 ans. ok. Donc c'est il y a 13 ans aujourd'hui. Et en fait, c'est grâce à un pote que je rencontre en études sup qui est, enfin 2 potes pour être exact, qui est ultra fan du FC Nantes, Brigade Loire, et cetera. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, moi, je suis quelqu'un qui aime le foot assez loin du supporterisme. Alors, j'ai rien contre Hmm. les ultras et le supporterisme, mais c'est pas pour ça que j'aime le foot. Mais ma porte d'entrée a été à travers ça. Et moi, il faut savoir que quand j'accroche pour une raison X ou Y à un domaine, j'ai un côté très monomaniaque, je vais bloquer dessus. Ok. Et en fait, en un an, je me suis mais totalement rattrapé ma culture foot en me matant plein d'anciens matchs, en lisant une tonne de biographies d'entraîneurs, de joueurs, en allant même passer des heures à lire des articles d'une autre époque. Tu vois, le truc est Ok. hyper chiant, mais vraiment, j'avais un côté, sans même parler de match, juste avec le travail, on va dire biblio au sens large. Hmm. Pendant 2-3 ans, je devais passer de 2-3 heures, sans compter les matchs par jour, à bouffer du foot. Et là, ça m'a pris de manière ultra, ultra, ultra dévorante. Et c'est là où je me suis dit, je me suis toujours, alors intéressé, le mot est fort, j'ai toujours suivi le foot, mais en fait, comment dire, je suivais le foot sans le comprendre et sans vraiment m'intéresser. Et d'ailleurs, ça, c'est une de mes techs qui est peut-être assez méchante, mais le fait d'avoir eu cette évolution me fait dire qu'aujourd'hui, tu as même des gens qui se disent passionnés de foot, qui échangent Hmm. toujours sur les réseaux sociaux, qui font le quotidien des gens avec qui on échange, où je suis persuadé qu'ils sont dans le rapport que j'avais à l'époque, juste qu'ils sont un petit peu plus bruyants. Et en fait, je pense vraiment que tu as bien des manières de vivre le football Ouais. et que ne serait-ce que sur la manière de regarder un match de foot, tu peux tellement évoluer quand tu commences à faire un effort conscient sur ça, tu vois. Hmm. Pas simplement que tu regardes le foot parce que tu aimes ça, mais vraiment tu dis, ok, je vais essayer de comprendre le football, je vais Hmm. essayer de décortiquer ça, et tu as un côté travail et cheminement intellectuel parce que ça a beau être ta passion,
tous les trucs cool, quand tu t'y investis vraiment, demandent du travail, de l'effort, et c'est cool, il y a pas de problème avec ça, mais tu vois, ça demande de franchir un pas, et c'est vraiment là pour moi que j'ai eu le déclic, en fait. Ouais. Et est-ce que ça venait pas aussi, est-ce que c'était plus une envie de vraiment partir sur une base extrêmement solide pour essayer de vivre le truc à fond? Ou est-ce que ça vient aussi d'un sentiment un peu d'avoir envie d'avoir de la légitimité à en parler, c'est-à-dire te dire, comme peut-être j'ai un petit peu de retard, bah écoute-moi, pendant 1 an, je mange que du contenu par rapport à ça pour engranger vraiment du savoir et après me sentir légitime de pouvoir en discuter. Ah ouais, non, bah, c'est moi la Non, légitimité, à l'époque, je m'en foutais, tu j'en vois? foutais totalement, Genre, ça va. tu vois, j'étais pas dans une optique de: «Ah, je vais parler de foot sur Mm. internet», et aujourd'hui, si tu me poses la question, je considère toujours pas que je suis légitime pour parler de foot, Ouais, mais même sans parler du fait que je m'y suis intéressé sur le tard, tu vois? À l'époque, moi, mes 2 potes qui m'ont vraiment plongé là-dessus, heu, j'en parlais, pour moi, c'était eux les sachants, en sachant que c'est pas non plus enfin, ils avaient une très, très grosse culture foot pour le coup, mais tu vois, pas, ils bossaient pas dans le milieu ou autre, on était tous les 2 en études, et non, non, c'est vraiment que je suis tombé là-dedans et que ça m'a intéressé, et moi vraiment ouais. je te le dis, quand il y a des trucs qui m'intéressent, j'ai un côté monomaniaque où, je vais me mettre à fond là-dedans, et non, c'est vraiment juste par intérêt perso, quoi. Trop bien. Et au niveau, justement, tu disais bah, donc que tu te référençais sur un peu des choses du passé, que ce soit d'anciens articles ou également d'anciens matchs. Comment est-ce que tu as fait à ce moment-là pour retrouver justement ces archives? Bah, l'avantage d'internet, en fait, tu vois, Mm. c'est que finalement, tu plus forcément besoin d'aller chercher des vieux magazines. Alors c'était l'occasion aussi de constater que la presse web, elle existe depuis toujours, mais elle n'était pas exactement traitée de la même manière, avec le même honneur à une certaine époque. Mm. Si tu veux, tu as un peu l'exemple de. Je trouve qu'il est parlant parce qu'il est encore actuel. Tu prends SoFoot par exemple. Ouais, Ok, ils ont un site internet, mais sofoot.com, c'est vraiment quelques brèves à la con. Et tu as le magazine qui est totalement différent. Bah, tu te bien rends sûr. compte qu'en fait, à l'époque, tous les médias foot étaient un peu comme ça. Mais tu avais déjà des trucs. Et quand tu cherches, tu trouves. Par exemple, j'avais fait une vidéo là cette semaine sur l'évolution des revenus des clubs pour parler du marché des transferts, et c'était assez marrant parce que pour l'occasion, j'ai été relire d'anciens articles pour voir un peu comment ça parlait des montants, et j'en ai mis un en capture d'écran dans la vidéo qui était un article qui parlait de Franck Ribéry qui veut aller au Real Madrid, tu vois? Donc en fait, quand tu veux chercher, tu trouves toujours. Ouais. Il y a aucun problème là-dessus, quoi. Internet t'a grandement aidé là-dedans. Ouais, Donc, j'aurais pas eu, tu vois, la même possibilité si, j'étais né je sais pas, en 74 et que je m'étais pris de passion pour le foot sur le tard, parce que je pense que ça aurait été beaucoup, beaucoup plus compliqué de découvrir un peu ce que j'avais loupé, on va dire. ouais, ok. Et donc justement, sur ce premier rapport, justement, encore une fois, que ce soit la lecture ou le visionnage vidéo, qu'est-ce qui t'attrait le plus de prime abord quand tu observes et quand tu analyses le football? Est-ce que c'est de voir des beaux joueurs? Est-ce que tu es directement, par exemple, touché par ce qui peut être l'aspect tactique? Est-ce que c'est les sensations, les émotions? Qu'est-ce qui te parle un petit peu de prime abord dans ton rapport Alors avec le foot? il y a 2 choses, qui sont relativement froides, mais tu vas comprendre pourquoi. C'est, l'aspect tactique et aussi l'aspect, business, environnement, parce qu'en fait, tout le côté émotion, je l'avais déjà. Tu vois, Ok, genre, je fais un travail de rattrapage, mais tous les gros matchs, je les avais déjà vus. ouais. Tous les gros joueurs, je les connaissais déjà. Mes premières accroches, je les avais déjà avec le football. Les émotions, je les avais déjà. Mais en fait, durant cette période, j'ai vraiment redécouvert des périodes, redécouvert des matchs, parce que j'avais beau kiffer telle ou telle rencontre, tel ou tel joueur, j'avais beau avoir des souvenirs, bah, une fois que tu t'intéresses véritablement au football et que tu dis: «Ah OK, durant, tel match, tu avais telle problématique tactique pour cette équipe durant toute la saison, c'est un truc autour desquels il y avait des polémiques, tel joueur était attendu». À Mm, l'époque, tu vois, j'avais pas forcément conscience de ça. J'avais vu le ouais. match, j'avais kiffé, j'avais Mm, des joueurs qui pouvaient m'accrocher plus ou moins, et encore, je te dis ça, comme je te disais, j'ai une mémoire de poisson rouge, donc ça va être compliqué de te redonner les détails. Mais du coup, ouais, cette redécouverte, elle se fait vraiment à travers tout l'aspect que j'ai loupé, et l'aspect, pas chiant du football parce que ça me passionne, mais le côté un peu moins émotionnel, un peu moins spectacle, tu vois? ouais, ok, t'es vraiment déjà dans ce détail-là. Et donc même ton approche, par exemple, ou ton rapport avec le FC Nantes dont tu parlais tout à l'heure, il t'émeut ou dès le début aussi, t'as un rapport un petit peu détaché par rapport à, à ça? Non, le côté un peu détaché, honnêtement, moi, il est venu de la direction Kita. Enfin, je veux Oui, pas oui, oui. faire, du militantisme à la con, mais comme beaucoup de Nantais, la gestion du club m'a lassé. Non, non, le Mm, FC Nantes, pour le coup,
c'est une pure relation un peu famille. Moi, dans ma famille, c'est pas foot, tu vois? J'ai pas le côté: «Ah, mon grand-père m'a amené au stade» Mmh. ou je sais pas quoi, j'ai pas du tout ça. Mais, j'ai toujours eu des amis qui parlaient de foot, ils ont toujours été supporters du FC Nantes. Tout mon cercle social a toujours été pour Nantes. Donc, tu vois, ça fait partie de mon environnement. Et moi, je suis pas dans le côté qu'un mec qui habite Angers et supporte le Real Madrid. Moi, j'en ai rien à taper. Il fait ce qu'il veut, il vit sa passion comme il veut. Et Ouais. en fait, dans le côté support your local club, je trouve que ce qui est un peu ridicule, c'est qu'on on le dit en mode faut forcer les gens à le faire. Alors que Mmh. pour moi, ce qui est beau dans le fait de supporter un club local, c'est quand ça vient naturellement, en fait. Ouais. Et justement, ce qui fait la valeur d'un mec qui supporte un club local, c'est qu'il va avoir sa famille qui va l'emmener au stade quand il est tout petit, ou dans le cas que je te raconte, il va avoir un rapport émotionnel au club parce que tous les gens qu'il apprécie depuis qu'il est gamin supportent ce club. Enfin, tous les gens. J'avais un supporter du Stade Rennais qui était avec moi au collège et il se faisait défoncer Ah par bah, tout le monde. Mais tu vois, normal, voilà, normal. la majorité des gens que j'appréciais étaient pour le FC Nantes. Donc, Mmh. par, par j'ai pas envie de dire par mimétisme, parce que ça donne l'impression que tu copies, alors que Mmh. c'était pas du tout dans la démarche, mais forcément, tu crées une empathie particulière par rapport à ce club, tu le suis pas comme les autres, ça te crée des émotions qui viennent naturellement. Alors qu'un mec qui a 20 ans, qui est né à Angers, qui a grandi à Angers, mais qui supporte le Real Madrid, et tu lui dis à 20 ans, alors que ça fait 10 ans qu'il s'intéresse de fou au foot, ah bah non, tu dois supporter Angers. Le mec, Ouais, s'il y a pas d'histoire avec le club, ça vaut rien en fait. On s'en fout qu'il supporte Angers ou un autre ouais. club, quoi. Mais comment toi, est-ce que t'expliquerais, pardon, un petit peu cet énervement, voire même des fois cette hostilité justement qu'ont les fans de leur ville à en vouloir justement à des supporters de d'autres clubs qui viennent d'autres pays, etc. Et cette incompréhension, des Mmh. fois, on est face à des gens à un mur tout simplement qui veulent pas comprendre qu'il y ait cette possibilité-là, qui le prennent eux comme une facilité de se dire bah c'est bon, t'as choisi la facilité de supporter le Bayern, le Barça, et tu t'es pas mis à être dans la difficulté à vouloir supporter ton club Mmh. de ville. Voilà, moi j'ai souvent des débats justement avec un supporter, un très bon ami à moi, supporter de Rennes, qui m'explique qu'il lui comprend pas que je sois un supporter du FC Barcelone par Mmh. exemple, alors que je suis de Paris, et pour lui c'est inentendable quoi. Donc Pour moi, il y a des bonnes et des mauvaises raisons des 2 côtés. Je vais commencer mmh, avec les mauvaises, c'est le plus drôle. Je pense que des fois, je vais dire les locaux, par facilité, mais je pense que tu vas me comprendre, hein. Les locaux peuvent être agacés parce que des fois, tu une suffisance, une condescendance, une fierté de la part de gens qui supportent des clubs étrangers. ouais, Heu, je te donne un exemple à la con. Je suis nantais, évidemment le FC Nantes, ça pue un peu la merde en termes de pure qualité footballistique depuis quelque temps, on va pas se le cacher. J'ai aucun problème à le dire, mais si j'ai un pote qui a toujours été à Nantes, qui supporte le PSG et qui va qui va faire le coq, tu vois? Parce que ouais, Paris, c'est meilleur, j'ai envie de faire: «Mec, c'est bon, calme-toi». Donc tu vois, ça crée de l'agacement. Ça, je pense que faut pas le nier. T'as des mecs qui supportent des clubs étrangers ou des clubs non locaux. Je t'ai pris l'exemple du PSG, qui sont insupportables à cause de ça. mmh, Et pour donner un sentiment négatif, mais qui peut être aussi de l'autre côté, euh, je pense que quand tu supportes un club où c'est galère de l'aimer, parce que des fois c'est galère d'aimer certains clubs, tu d'avoir des trucs qui compensent un peu et c'est bien. On cherche tous des fois à avoir ce petit sentiment de supériorité, tu vois? Et c'est bien de se dire: «Moi, je suis un vrai supporter. OK, ouais, mon club, il galère. OK, je passe pas des week-ends exceptionnels. mmh, OK, tu peux me dire que tes joueurs sont meilleurs, mais moi, je suis un vrai supporter». Et à côté de ces trucs plus négatifs, je pense qu'il y a des trucs rationnels aussi. Pourquoi aujourd'hui on peut de plus en plus supporter des clubs étrangers? Bah, parce que de plus en plus, la découverte du foot, tu la fais pas forcément par, ton grand-père qui t'amène au mmh, stade ou ta grand-mère, mais c'est parce vrai, qu'aujourd'hui on est ultra connecté. Je te disais que j'aurais pas pu découvrir le foot d'avant de la même manière si j'avais grandi durant les années 70. Bon, ouais, bah, forcément, l'accès au foot étranger, il est pas le même, ça change la relation. Je pense aussi qu'il peut y avoir un certain reproche parce que, bah, quand tu as des clubs locaux qui sont en difficulté, quand tu arrives pas à remplir le stade, quand tu vois que ton club, il crève un peu de désintérêt alors que tu l'aimes et que les gens qui pourraient s'y intéresser s'intéressent à des clubs étrangers, ça crée une frustration, ça crée une souffrance, en fait. Et du coup, ça crée de la colère. Donc, tu vois, ouais, ça, par contre, c'est des raisons que j'entends parfaitement. mmh, Donc, tu as ce mélange de raisons, tout à fait rationnelles des 2 côtés et je pense qu'il faut pas non plus les juger parce que
C'est encore une fois, si tu viens d'une famille qui est passionnée de foot ou pas, c'est plus facile de supporter un club local. Mmh. Si ton père, il est ultra supporter, du LOSC, par exemple, évidemment, tu as plus de chances d'être supporter du LOSC étant gamin. Si tu as grandi à Lille, si tu as grandi à Marseille, tu as plus de chances de supporter ton club local que si tu as grandi, dans la diagonale du vide en France où tu as absolument aucun club local, tu vois. Ouais. Parce qu'il y a le côté, tu supportes le Barça par exemple, tu peux pas aller au Camp Nou tous les week-ends, etc. Bon, il y a des mecs qui ont grandi en France dans des régions ultra éloignées d'un gros club. Moi aujourd'hui, je suis retourné en Vendée après 10 ans à Nantes. Je vais souvent à Nantes, mais tu vois, aller à la Beaujoire, c'est pas la même facilité que quand j'habitais Ouais. directement à Nantes, Mmh. quoi. Mmh. Ah ouais, ouais. Et au niveau, tu parlais un petit peu justement un petit peu de la nouvelle génération et du rapport à l'accessibilité au football. Ça Mm. m'a fait penser un petit peu à une question. Est-ce que toi, tu penses qu'aujourd'hui, les nouvelles générations qui naissent et qui construisent à travers, par rapport au foot, à travers ce qui peut se passer notamment sur les médias comme YouTube, mais aussi de plus en plus Instagram et surtout le fameux TikTok dont on ne peut passer à côté aujourd'hui. Est-ce que tu penses que ça va changer un petit peu la manière dont plus tard les nouvelles générations d'aujourd'hui vont analyser et vont voir le football? Ouais, de fou. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, en plus de la matière brute footballistique, ce que tu vas consommer, c'est beaucoup de matière secondaire, de commentaires de foot, en fait. Ouais. Aujourd'hui, je serais curieux de savoir, un fan de foot, j'ai pas d'études là-dessus ou autre, mais ça me passionnerait. Je prends Antoine, fan de foot, qui a 25 ans, pas spécialement jeune du coup, mais justement, c'est un peu entre les deux, c'est un bon exemple, je trouve. Concrètement, ces minutes liées au football dans sa vie, Mm. il y en a combien c'est voir un match au stade, il y en a combien c'est voir un match à la télé, et il y en a combien c'est voir des analyses, des extraits, écouter des podcasts, lire Mm. des articles. Et en fait, je me plante peut-être, hein, mais pour moi, à une époque lointaine, tu avais moins de matière autour du football, Mm. ne serait-ce que parce que tu avais moins de médias, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Évidemment, quand t'as pas 150 chaînes à la télévision, quand t'as pas Internet aussi développé qu'aujourd'hui, tu vas pas avoir autant de place dans les médias pour le football. Mais du coup, je pense que les manières de consommer le foot évoluent et que de plus en plus, tu as un foot qui peut être consommé par du commentaire, par des choses autour, et que forcément, ça va avoir une influence sur ta relation au jeu, quoi. Ouais, ouais. Et est-ce que tu penses aussi que ça peut avoir le même effet que ça a sur plein de secteurs de la vie, hein, que ce soit la politique ou plein d'autres thèmes, cet effet aussi algorithmique, bulle, qui t'empêche aussi d'avoir une analyse un peu plus développée, un peu plus subjective, un peu plus objective, pardon, et un peu moins subjective. Est-ce qu'on va pas tomber sur des personnes dont la discussion et l'analyse va être totalement fermée ouais, sur la finalité? Parce qu'en fait, finalement, nous, on va sur nos Twitter respectifs. Je pense qu'on a une TL qui est totalement différente et que notre vision du football, elle est grave changée par rapport aussi à ça, quoi, et qu'on va tomber sur des générations, on va tomber face à des murs qui te diront bah non, Messi, c'est une fraude parce qu'il a volé tous ses matchs avec la FIFA et que c'est pas le GOAT pour ça, et voilà, tu vois. Ouais, bah si, je vais pas ajouter grand-chose de pertinent par rapport à ce que tu as dit, parce que je suis aligné de A à Z. En fait, c'est un des trucs qui me fatigue beaucoup, moi, dans les débats footballistiques, c'est qu'en fait, tu te rends compte qu'aujourd'hui, tu as un effet bulle qui est présent sur absolument tous les sujets, ce qui crée un biais de confirmation absolument énorme chez les gens. Et à force d'être toujours sur des biais de confirmation, tu vas avoir des certitudes qui vont s'ancrer de manière ultra violente. Mm. Mais en plus, ça s'ajoute à plein de choses. Genre, aujourd'hui, tu te rends compte que tu rentres dans une ère de post-vérité où tu as, sans vouloir faire de politique, mais un mec comme Donald Trump, qu'on le déteste ou qu'on l'apprécie, ce mec n'a aucun problème à mentir ouvertement sur des faits facilement vérifiables. Ouais. Et je parle de Donald Trump, mais c'est le cas de plein de politiques, de plein de bords différents. Et en fait, si tu prends le côté, tu es de plus en plus enfermé dans une petite bulle de communauté qui te conforte dans ton avis, et en plus, tu as de plus en plus des contre-vérités qui circulent dans le plus grand des calmes, ça rend les opinions de plus en plus tranchées, les dialogues de plus en plus complexes. Et moi, c'est un truc qui me fatigue énormément dans le foot. Parce que, ouais, vraiment, tu as l'impression que des fois, tu parles à des murs. Et en plus, comme je te le disais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup le football, mais qui n'ont jamais fait l'effort d'essayer de vraiment comprendre ce sport. Ouais. Et qui, du coup, peuvent d'autant plus se laisser avoir par ce fameux biais. Alors, on est tous sensibles à ça de manière
X ou Y, mais moi, c'est un truc qui m'a toujours terrorisé, à vrai dire. Moi, je m'amusais à une époque, pour info, je m'intéresse aussi beaucoup au monde des médias. J'achetais exprès à peu près tout le spectre de magazines et de journaux sur les opinions politiques. J'aimais bien avoir un commentaire de l'actualité Ouais, qui allait de revues très très à gauche jusqu'à des revues très très à droite. Parce que je trouvais ça hyper intéressant en fait. ok. Et c'est un truc que je faisais avant même d'être conscient de l'effet bulle des réseaux sociaux. Ouais, Mais tu vois, c'est hyper marrant parce que je me dis, j'avais déjà ce réflexe à l'époque et aujourd'hui, c'est un des meilleurs conseils que je pourrais donner ouais, clairement. à quelqu'un, tu vois. C'est t'as beau supporter le Barça, t'as beau être agacé dans 99% des échanges que tu as avec les supporters du Real Madrid, parce que c'est souvent conflictuel, Mm. suis des comptes liés au Real. Tu vois, Ouais, bah ouais. interagis pas. Limite, tu te fais une timeline où tu vas quand tu sais que t'es calme, t'as passé une bonne journée, il n'y a pas de problème. Mais c'est hyper bien de continuer à se confronter à ces avis contraires. Ouais, clairement, clairement. On fera ça après une victoire au Classico et on prendra le temps de le faire, mais voilà, ça sera plus tard après. Non, oui, je suis totalement aligné avec toi. Bon, bah justement, tu me disais que ça arrivait justement un peu dans les années 2012, 2013, ta vraie capacité, ton envie de commencer à analyser, etc. les choses. Malheureusement pour toi, tu n'auras pas vécu le grand Barça au quotidien de 2009 à 2011. Ensuite, par la suite, après que tu visionnes plein de choses et que tu commences vraiment à t'y connaître et même sur le football du présent à cette époque-là. Tu vas au fur et à mesure du temps et tu es aujourd'hui un créateur de contenu sur le football. Qu'est-ce qui va te pousser un jour à te dire bah écoutez les gars, je vais brancher ma caméra ou pas au début et surtout mon micro et je vais donner mon avis sur ce qui est en train de se passer sur le rectangle vert. Aïe aïe aïe. Moi, je parlais déjà de jeux vidéo à la base, en fait. Faut Ok, savoir. Moi, je suis créateur de contenu dans le jeu vidéo depuis extrêmement longtemps. J'avais une petite chaîne qui marchait plutôt bien. Alors, pas de quoi en vivre, mais tu vois, ça m'avait donné tous les codes des réseaux sociaux. ouais. Et à l'époque, mais attends, je vais te faire un vérif en direct. J'ai une publication Instagram que j'ai gardée. Faut savoir que Talk My Football, ça a eu plusieurs vies. Ok, ok. Et, À et l'ép- le début du contenu sur les jeux vidéo, ça a commencé en quelle année? Je saurais même pas te dire. Ah ouais? Honnêtement, moi je vais Ok. parler d'un truc, alors attention, hein, personne va capter à part les trentenaires. À l'époque, la création de contenu jeux vidéo, tout le monde a en tête YouTube. Quand tu veux faire l'ancien, tu dis ah, avant les gens ils étaient sur Dailymotion. Quand tu veux vraiment faire l'ancien en termes de jeux vidéo, avant les gens ils étaient sur jeuxvideo.fr. Hmm. C'est là où vraiment tu avais les premiers créateurs de contenu vidéo sur le JV. Alors moi j'étais pas sur jeuxvideo.fr, j'étais trop jeune à l'époque, mais c'est là où j'ai commencé à mater du contenu, mais c'était sur Dailymotion. C'est une époque, je te parle de ça c'est 100 années, tu vois. Et TMF, tu vois, j'ai une publication Instagram là où Ouais. j'avais mis le projet avance. C'était en décembre 2016. Ah ouais. Et tu vois, c'est en décembre 2016, je me dis, j'ai lancé TMF. Et pour l'anecdote, à l'époque, j'avais. Alors, déjà, la volonté venait du fait que en 2016, sur YouTube, le contenu foot, c'était nul à chier. Je vais te dire très franchement, moi, je me reconnaissais pas là-dedans parce que Ok. tu avais très peu de créateurs. Après, il Ouais. y avait peut-être des mecs formidables que je connaissais pas, hein. Ouais, Qu'on ouais. soit clair. Si toi, tu regardes cette vidéo, que tu faisais du contenu foot en 2015, je n'ai Juste pour peut-être pas rien. vu ce que tu faisais, ce n'est pas une attaque personnelle. Mais je trouvais que c'était vraiment nul. Je trouvais, même dans les grands médias, qu'il manquait pas mal de choses dans le commentaire du foot. Hmm. Dans la manière de le traiter. Et moi, à la base, mon idée avec Talk My Football, c'était justement avec un des deux potes qui m'a beaucoup aidé à m'intéresser au foot. J'avais acheté plein de matos. Les premières vidéos, qui sont plus du tout en ligne aujourd'hui, hein, ça date de 2017, on Ouais. se filmait dans la rue. En fait, on était dans Nantes. On Ok. avait deux caméras avec des stabilisateurs. À l'époque, il y avait assez peu de gens qui avaient ça. Bah Et en ouais, fait, on ouais. se baladait dans Nantes. On se filmait un côté lui, un côté moi, et on avait une discussion comme ça. Et je crois Ok. qu'une des premières vidéos, c'était est-ce que la Chine va poser 100 millions d'euros sur Yacine Babou, tu vois. C'était sur le FC Nantes et ça parlait du football chinois. Et en fait, il y a eu plusieurs temps dans TMF. Moi, à côté de ça, j'avais les études, j'ai commencé à taffer et Hmm. tout, donc ça a changé beaucoup de choses aussi. Mais ça n'a pas duré longtemps parce que c'était trop bien sur le papier. Honnêtement, en termes de qualité de prod, euh, c'est mieux que ce que je fais aujourd'hui, alors que ça date de 10 ans et c'était les premières Ouais. vidéos de la chaîne. Mais en fait, on s'est rendu compte que, un, tourner à l'extérieur, c'était hyper galère.
Ouais. 2, tourner à 2, c'est hyper galère. Et 3, tourner quand tu marches en plus à l'extérieur. Tu vois, c'est pas juste des plans fixes, tu veux faire un truc Ouais. naturel et tout, c'est hyper galère. Et c'est là que j'ai appris un truc hyper important dans ma vie, c'est que si tu veux faire un truc parfait, tu feras jamais rien de ta vie. C'est peut-être dur dit comme ça, Mmh. mais en fait, tu seras toujours frustré, tu auras toujours un truc à corriger et tout. Ouais. Alors, j'aurais peut-être kiffé, j'aurais peut-être fait une vidéo par mois et ça aurait peut-être été cool, hein, mais ça aurait pas donné ce qui est devenu TMF aujourd'hui et c'était trop ambitieux. Donc en fait, TMF a eu des pauses, des reprises, des pauses, des reprises. Complètement. Et est-ce que tu es parti d'une inspiration au tout départ pour partir justement de cette idée sur les premières vidéos qui sont un peu plus réalisées justement? Est-ce qu'il y a quelque chose du contenu que tu regardais avant qui t'a inspiré, d'autres youtubeurs, même hors football, hein, mais du Mmh. contenu, ça peut être sur le cinéma ou d'autres choses parce qu'il y avait quand même des créateurs qui faisaient des choses intéressantes même si YouTube a changé. Est-ce que tu es parti d'une base ou c'est venu de ton cerveau de te dire on va filmer ça comme ça avec des stabilisateurs et on va marcher? Alors, sur la forme, non, c'était vraiment l'idée, OK. et qui a émergé. Alors je doute pas que ça existait ailleurs dans d'autres domaines, mais Mmh. si c'était à 2 et si c'était avec ce pote, c'était pas par hasard. C'est qu'il y avait vraiment un côté, c'est les discussions qu'on a, en fait Ouais. et on avait envie de simplement de reproduire ça en vidéo parce qu'on trouvait ça cool et OK. sinon sur l'angle des sujets et tout, ben, moi j'avais déjà ma manière de parler de jeux vidéo, Ouais. et en fait, cette manière elle est venue de franchement de 10 ans d'inspiration de tout et n'importe quoi. Après de peut-être 10 ans de pratique, j'exagère, mais tu as l'idée. Et du coup, je voulais parler foot comme je parlais jeux vidéo et comme je trouvais qu'on en parlait trop peu dans les médias ou même sur Internet à l'époque. Ouais, OK, OK. Et au niveau un peu de bon, bah, t'avais déjà commencé avec le jeu vidéo de montrer qui t'étais, que ce soit à travers une caméra, à travers ta voix, et cetera. Est-ce que tu penses si, par exemple, aujourd'hui, tu devais commencer à créer ta chaîne et à te montrer, ne pas être «anonyme» entre guillemets, est-ce que tu penses que tu aurais autant de facilité à le faire en 2026 que tu as eu à le faire, bah, 10 ans auparavant finalement? Alors, tu crois pas si bien dire parce que non, j'avais pas l'habitude de me montrer en fait. OK, OK. Moi, les vidéos de jeux vidéo, c'était pas du facecam. OK, c'était pas du facecam, d'accord. Voilà, on avait pu voir ma gueule à 2 ou 3 reprises, mais à l'époque, c'était pas la norme. Tu avais Ouais. du gameplay, tu avais une voix dessus et je jouais en direct et je détestais montrer ma gueule. À tel point OK. que une fois qu'on a mis, en pause, tu vois, le projet pour tourner et tout, il y a un moment, alors ma vie continuait, j'avais plein de trucs à gérer et tout, donc j'y pensais pas tous les matins, mais j'avais cette frustration. Je continuais à suivre le foot, à m'intéresser de fou et moi j'ai beaucoup le côté, on va me reprocher même parfois aujourd'hui dans mon choix de sujet, l'équilibre des sujets que je peux traiter. Moi, il faut savoir que je suis un mec très bête et méchant. C'est que je vais consommer plein de trucs sur le foot Ouais. et en fait, je vais entendre un truc qui me plaît pas à la radio, dans une émission TV, je vais me dire: «Merde, je suis pas d'accord avec ça, faut que je donne mon opinion». Alors Ouais. je commence pas toutes mes vidéos en disant, «Ah, j'ai entendu Lucien à la radio, il a dit une énorme connerie, donc je fais cette vidéo». Ouais, ouais, ouais. Ce serait pas Du super rage bait, intéressant. comme ça marche, ouais. Ouais, voilà, mais en fait, je pourrais quasiment commencer toutes mes vidéos comme ça. Et sur Twitter, faut se rendre compte que j'ai capté que sur Twitter, je parlais beaucoup du PSG et du Real Madrid en ce moment. Vraiment, c'est 2 clubs que je mets beaucoup en avant. Mais Ouais. pourquoi? Parce que sur Twitter, c'est tout con, c'est que moi, je suis comme tout le monde. Je vais être posé sur mon canapé à attendre un rendez-vous. Je vais être sur les toilettes. Tu vois, je vais faire défiler ma timeline. Je vais voir un tweet et je vais réagir à chaud. Et comme tout le monde, bah ouais, aujourd'hui, on parle plus. Du PSG, du Real Madrid ou des autres Ouais, ouais. gros clubs Mmh. que des petits clubs. Donc en fait, les tweets que je vois dans ma timeline et sur lesquels je réagis, c'est plus ceux-là. Et Ouais, du forcément. coup, ouais, non, montrer ma gueule, terrible. Même aujourd'hui, je déteste ça, hein. Ouais, OK, OK. T'as toujours un petit peu de mal, Ah avec ouais, ce non, cet aspect. je ne supporte pas ça. Moi, si je pouvais ne pas montrer ma tête aujourd'hui, je le ferais. Alors, il se trouve que j'ai mis ma tête sur une vignette depuis peu. C'est un OK, truc ouais. où je suis persuadé qu'il faut le faire depuis 5 ans. Littéralement Ouais. depuis 5 ans et je voulais pas le faire et je me suis fait violence, mais non, moi, vraiment, je déteste ça. Si je pouvais être anonyme, je serais anonyme. Ouais. Je ne supporte pas de montrer ma tête et je ça me met très mal à l'aise quand je suis reconnu dans la rue, par exemple. C'est des choses, moi, je préfère être très, très loin de tout ça. Si je pouvais être Ouais. anonyme, vraiment, ce serait trop bien. Ce serait génial, ce serait génial. Bah, écoute, ouais, c'est important d'avoir ce petit message parce que je pense qu'il y a plein de gens justement qui sont en hésitation des fois de se lancer par rapport à cet aspect-là aussi de vouloir se montrer et tout plein de choses et chacun en fait a un rapport différent, avec ça. Tu Ouais, disais que ouais, ouais, dis-moi, juste dis-moi? pour dire un mot, du coup, s'il y a des gens qui se disent ça, on s'habitue à tout, hein.
Ouais, C'est ça aussi, tu vois. Moi, je supporte pas voir ma gueule. Aujourd'hui, je la vois beaucoup, beaucoup au cours des montages. Je oui, m'entends aussi beaucoup. À ouais, une époque, je supportais pas ma voix, ça finit par ouais, aller. À une époque, je supportais pas ma gueule. Maintenant, je suis habitué. On mmh, s'habitue à tout. Faut se ouais, faire violence au départ, mais si c'est vraiment juste le côté ah j'aime pas comment je rends en vidéo et tout, mmh, faut pas se bloquer là-dessus parce qu'on ouais. finit par s'y faire. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Tu disais que TMF avait eu plusieurs vies, etc. Depuis quelques années, quand même, il commence à y avoir une recette, il commence à y avoir un cadre, et maintenant, oui, plusieurs années, bien plusieurs années. À partir de quand est-ce que tu commences justement à formaliser un petit peu tout ça, à rendre ça vraiment concret, à te sentir totalement à l'aise avec ce type de format? Et qu'est-ce qui te pousse justement à réaliser un petit peu ce format qu'on connaît actuellement, qui est un format où tu vas parler de quasiment tout ce qui se passe dans le football européen, comme tu l'as dit, avec des prises de vue généralement sur ce qui est fort dans l'actualité, mais à la différence de moi qui ai une vue quotidienne sur un seul club unique, donc il y a différents types de créateurs, tu te positionnes un peu sur une branche globale footballistique. Voilà, qu'est-ce qui t'a plu dans ce type de format-là? Comment est-ce que tu l'as choisi? Pourquoi est-ce que tu es parti là-dessus, sur ce type de contenu finalement? Ouais, là-dessus, moi, c'est venu hyper naturellement, en fait, parce que c'est tout simplement, comme je te disais, le moteur de mes vidéos, c'est je suis l'actualité footballistique et ça déclenche des émotions chez moi, des envies de m'exprimer et c'est Mm, ça qui crée les vidéos. C'est ça qui créait les vidéos quand j'en sortais, 2 par semaine et que je faisais TMF, en plus de mes études, puis en plus de mon taf. C'est ça qui crée les vidéos encore aujourd'hui où c'est mon métier. C'est un truc qui a été une constante et bah, moi, je suis l'actualité de tous les clubs. Je suis supporter du FC Nantes, c'est un club que je regarde avec une attention particulière évidemment, mais ça m'empêche pas de m'intéresser à ce que font tous les clubs et même, tu vois, par exemple, le côté ah, je parle surtout des gros clubs, c'est mm, même pas un choix éditorial, c'est même pas un calcul pour ce qui peut fonctionner ou pas. C'est juste qu'aujourd'hui, bah, je sais pas, achète le journal et l'équipe ce matin, tu regardes de quoi on parle, on va parler du match de l'OM. Si ouais, on parle du foot international, on va parler des gros clubs. mm, C'est parfois un peu dommage, hein, j'en ai conscience, mais moi, vu que je réagis à ce que je consomme et j'essaye d'apporter un angle que je juge intéressant par rapport à ce que je vois, bah, forcément, ça va refléter ce que je consomme en termes de foot, quoi. ouais, ok, bah ouais, c'est très clair. Et donc, ton objectif principal, quand tu allumes la caméra, c'est de réagir à ça et d'être dans un contenu où l'objectif principal, ça va être toi d'essayer de montrer une autre manière de penser par rapport à une actualité, ça va être d'axer et de proposer un truc vraiment précis sur un sujet. Tu pars un petit peu de quelle base ou juste avoir de l'émotion et de parler tout simplement libre face cam, quoi. Alors, là-dessus, ça a évolué un petit peu, ne serait-ce que parce que j'ai un rythme de publication qui aujourd'hui est devenu hyper soutenu et Mm. tu te doutes que, j'ai pas non plus toutes les 2 heures un truc où je me dis: «Ah mon Dieu, j'ai une pièce manquante du puzzle à apporter du haut de ma grande compréhension du foot». Ce serait un peu boulard. Ouais. Non, il y a le côté des fois, j'ai un point de vue que j'ai envie de défendre, même si ce point de vue peut être défendu ailleurs, tu vois? Mm. Mais qui me tient à cœur pour des raisons X ou Y. Il y a des sujets qui sont parfois pas dans l'actu, contrairement à ce que je te disais sur le process, mais qui sont des trucs auxquels je réfléchis au long cours et où j'ai envie d'en parler. Mm. Mais il va y avoir le côté, ouais, essayer d'apporter mon point de vue sur l'actualité footballistique. Des fois, je juge que j'ai une opinion qui est un peu dissonante. Des fois, je Ouais. juge qu'elle est plutôt consensuelle. Mm. Et en fait, paradoxalement, mon opinion, c'est pas toujours être en mode non, telle personne a tort et ce qu'il faut penser, c'est ça. Ouais. Mon opinion, moi, elle est souvent dans la nuance. En fait, je sais que c'est un truc qu'on Mm. peut me reprocher parfois, Ouais, ouais. ce côté un peu je me mouille pas, mais déjà je pense que ça fait partie de mon caractère et je vais pas jouer un autre personnage que moi. Et surtout, je te disais que TMF était aussi né du fait que j'aimais pas ce que je voyais. Et aujourd'hui encore, on en parlait avec les bulles sur les réseaux sociaux et tout. Je trouve qu'on est toujours dans l'excès, on est toujours dans la vie Mm. tranchée parce que c'est ce qui Ouais. fait réagir, Ouais. etc. Et au bout d'un moment, bah ouais, t'as un joueur tu vois, le PSG qui recrute Mika Götze, Mika Roth. Je trouve que c'est un joueur qui a de super qualités. Je trouve aussi que tu as des nuances hyper importantes à apporter. Moi, à mon avis, c'est ah ouais, c'est une recrue intéressante, mais il va falloir qu'il prouve. Alors, je Mm. sais, c'est hyper plat, c'est hyper neutre comme avis, mais je vais pas faire semblant de me dire ah mon Dieu, j'ai découvert le joueur du siècle parce que c'est faux. Ouais. Je vais pas faire semblant de dire c'est une fraude absolue parce que c'est faux.
Limite, le truc qui est le plus un peu piquant et contrariant que j'ai envie d'apporter, c'est de dire j'ai rien contre le joueur, au contraire, il m'intéresse beaucoup, mais les supporters du PSG qui pensent qu'il va être aussi bon que Bradley Barcola, c'est pas pour rien que tu as un joueur qui vaut, on va dire, 50-60 millions et que tu en as un que le PSG veut vendre 150 millions. Il y a un Oui, moment, il faut accepter ça, quoi. Mais une fois que tu ouais, as dit ça, bah, je pense que le prix de Mika Rhodes, il dit beaucoup sur comment tu peux appréhender le dossier et sur, bah oui, les scouts du PSG, ils l'ont bien vu, c'est un joueur qui a des qualités, c'est aussi des joueurs qui a besoin de prouver. Et je trouve que en fait, tu es tout de suite obligé dans l'actualité du foot de te positionner. Est-ce que c'est un bon ou un mauvais ouais, c'est recrutement? ça. Ouais, Est-ce ouais. que ça va être le joueur de l'année ou est-ce que ça va être un bid absolu? Ah, c'est plus compliqué que ça. Et en plus, désolé, je te fais un tunnel, mais je trouve que Non, non. c'est d'autant plus grave dans le foot qu'on va coller une étiquette sur certains joueurs. Tu vois, genre Zabarni, il est vu comme un échec au Paris Saint-Germain. Ouais. Bah, en fait, Zabarni, si tu prends ses matchs, il y a des choses qu'il fait quotidiennement qui montrent qu'il a de grandes qualités footballistiques et que c'est pas du tout une fraude. Mais il y a des moments où je me dis que c'est un mec qui est toujours pas en confiance au PSG alors que ça fait plus d'une saison qu'il est au club. Et tu vois, j'ai du mal quand on essaie de me faire passer le joueur pour une fraude absolue, même s'il n'est pas satisfaisant. Ouais, ouais, non, mais en fait, ça rejoint énormément ce qu'on disait tout à l'heure et le terme que tu employais tout à l'heure de biais de confirmation, en fait. C'est-à-dire qu'à Mm. partir du moment où tu résumes un joueur par un surnom ou par une qualité précise, tout ce qui va se passer après le concernant et notamment sur les réseaux sociaux, ça va suivre cette tendance finalement. Et surtout qu'avec la capacité aujourd'hui que tu as, je sais pas, de faire par exemple un edit sur un joueur, nous on a eu ça par exemple avec Ter Stegen du côté du Barça, qu'on a appelé Ter Static pendant un moment. Mais tu Ouais, fais une compilation de tous les buts que concède un gardien de but, mais tu prends même une compilation de Thibaut Courtois, tu peux le faire passer pour une fraude en fait. Tu peux faire ouais, passer n'importe qui pour qui tu veux si tu l'appuies et si tu l'amènes dans un axe et un angle particulier. Donc c'est ça qui peut être extrêmement dangereux. Et en plus, ce que tu disais tout à l'heure aussi, c'est qu'aujourd'hui on est, je pense, par rapport aux réseaux sociaux et les nouvelles générations qui ont besoin d'avoir des fois des contenus qui soient assez rapides et surtout impactants en face de personnes qui arrivent à fournir ce genre de contenu où faut être clivant, faut être dans le rage bait, faut aller dans l'extrême en gros et être soit c'est tout blanc, soit c'est tout noir. Et c'est-à-dire que des types de créateurs comme toi ou des fois même comme moi, hein, c'est exactement les mêmes reproches qu'on peut faire qui sont en mode bah en vrai patience, je sais pas, Anthony Gordon au Barça, c'est pas des matchs de pré-saison qui vont me faire dire que c'est une fraude ou pas, c'est pas des matchs en Coupe du Monde avec l'Angleterre dans un contexte totalement différent qui vont me faire dire que c'est une fraude ou pas. Et j'ai besoin d'attendre, je suis désolé, c'est un avis qui est peut-être naze pour vous, ouais. mais j'ai besoin d'attendre pour me faire un avis quoi. Eh ben, tu vois, Je- en plus, je parlais du PSG, mais je trouve que le mercato du Barça en est un des plus bels exemples parce que tu prends Gordon, tu prends Adeyemi, je trouve que c'est des joueurs sur lesquels Adeyemi particulièrement, j'ai des énormes reproches, mais j'ai Ouais, aussi ouais. d'énormes qualités à lui donner. Bien heureux est celui qui peut tirer un constat monolithique sur ce qu'il va donner au Ah oui, Barça, parce que je suis bien, vraiment, je suis bien il est d'accord. pas simple. Ou même Araujo qui part du côté de Liverpool, c'est un joueur. Enfin, moi j'ai pété des câbles dessus, hein, évidemment, comme tout le monde, mais mais j'ai pas envie de le voir au Barça. Pour être honnête, Ouais. tu me dis que tu pars avec lui titulaire au Barça cette saison, je me dis wow, j'ai peur, tu vois. Mais faut pas non plus le faire passer pour un mec qui va jouer en Ligue 2. Ouais, ouais, Il y a voilà, des c'est questions ça. de confiance, il y a des questions de mental, il y a un cercle vicieux dont il arrivera peut-être à sortir, peut-être jamais, mais en tout cas, le faire passer pour le pimpin ou Ferran Torres qui part. Ferran Torres, je trouve que c'est un excellent exemple aussi, tu vois. J'ai l'impression que tu parles avec certains supporters du PSG, ils vont voir que les stats de Ferran Torres qu'il a fait Hmm. cette saison avec du Ouais. côté du Barça. Et tu vas parler à des mecs du Barça, ils vont te dire ah mais non, c'est le pire joueur de l'humanité. Ouais. Non, mais c'est surtout, ouais, non, mais le cas de Ferran Torres, il est en plus particulier parce que moi je pense que c'est un gagnant-gagnant-gagnant pour tout le monde, le Je départ de suis Ferran vraiment Torres. d'accord avec toi. Je Et pense que c'est une très très belle vente pour le Barça. Faut ouais, quand même le dire, parce que c'est un ouais, joueur. De toute façon, c'est un joueur que tu arrives à vendre quasiment pour aussi cher que tu l'as acheté. Bon, ouais. j'exagère, mais tu vois l'idée. Hmm. Après des années passées au club, à qui restait une seule petite année de contrat et qui Ouais, part en étant impopulaire, tu ouais, arrives quand même à le refourguer à ce prix-là. Franchement, c'est exceptionnel. Pour lui, je pense que le contexte Barça est très compliqué. On l'a vu dans ouais. ses réactions que franchement, le changer d'air va y faire du bien. Hmm. Et pour le Paris Saint-Germain, c'est Luis Enrique qui fait la pluie et le beau temps. Donc lui, il Exactement. veut, on le sait, il l'apprécie. Gagnant, 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 comme tu dis. Ouais, je suis totalement d'accord, totalement d'accord. Pour revenir un petit peu sur ta chaîne YouTube, tu as une chaîne secondaire.
journal TMF. Pourquoi est-ce que l'envie de créer une chaîne secondaire, quelle est l'ambition derrière? On peut se la poser cette question dans le sens où, étant donné que déjà tu as une actualité qui est d'un point de vue assez global et avec un paysage footballistique que tu arrives à englober déjà avec une chaîne principale qui peut parler de plein de sujets, quelle est l'ambition justement derrière de créer une chaîne secondaire? Alors, ça recoupe pas mal de choses, en fait. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Si je parle déjà de l'aspect purement footballistique, éditorial, moi, ça naît d'une petite frustration qui est de celle de pas pouvoir parler de petits sujets sur lesquels j'ai quand même envie d'en parler. Mm. C'est un truc tout bête, mais journal TMF, il y a 5 news. Il y a des news qui parlent de petits clubs, il y a des news qui parlent d'un joueur qui se blesse. Et concrètement, il y a des actualités dont j'ai envie de parler, que j'estime qu'elles méritent d'être traitées, sur lesquelles j'ai un truc à dire, mais qui parfois ne méritent pas une vidéo entière, Ouais, parce que je vais ok, pas broder 15 minutes pour broder 15 minutes sur un je truc. vois, je vois. Ça répondait à ça. Ensuite, le côté un peu journal, moi, c'est un truc que j'avais déjà testé de faire sur ma chaîne jeux vidéo. Là, pour le coup, il y a encore des vidéos en ligne. C'est un peu proche de ce que peut faire Julien Chiez parfois dans certains de ses formats, sur lequel je suis pas un fan absolu non plus, mais je le considère très fort dans la forme. On va pas faire un débat sur Julien Chiez. Et du coup, ça venait de là. Et en plus, au départ, le journal TMF, mais ça, j'ai jamais réussi à le faire, mais à culpa de ma part. Je trouvais que ça manquait d'humour dans le football. Et moi, j'avais vraiment Mm. envie de faire un truc avec de l'humour un peu piquant. Ouais, Et en fait, j'avais vraiment envie de mettre ça en place. Et j'ai pas réussi à le tenir pour deux raisons. La première, c'est que c'est dur, en fait. C'est qu'au bout d'un moment, il faut se rendre compte que je me fais beaucoup auto-rire. C'est ouais, déjà ça de se faire ouais, rire je capte, soi-même je capte, ouais, avec mes vannes sur Twitter. ouais, Mais faire sur chaque news une vanne pour un journal où tu as 25 ouais, news par semaine, du coup, c'est dur. Et puis, il y a un ouais, autre truc. Je me suis un peu auto-piégé avec mon image aussi. Parce que c'est compliqué, en fait, d'avoir des. Sur Talk My Football, quand j'ai une tech, la chaîne principale, mm, il y a un truc qui me fait péter un câble. On peut considérer que je connais rien au foot, on peut considérer que je suis un tocard, je m'en fiche. On est tous le tocard d'un autre. Mais il y a un truc que je supporte pas, c'est qu'on déforme mes propos et qu'on me fasse dire ouais, des trucs que j'ai pas dit. Et mm, ça arrive hyper souvent sur ouais, Internet. Ce tu ouais, dis, j'aime les poires, on va dire, pourquoi t'aimes pas les pommes, quoi. ouais, Non, c'est ouais, pas ce que j'ai dit. Et en fait, c'est un truc, moi, c'est le rage bait ultime, tu vois. Je mm, fonce à chaque fois les deux pieds dedans pour corriger ça. Et en fait, quand tu fais un format humour où tu veux volontairement faire des techs agressives, mm. mais qui représentent pas forcément ton avis, tu vois, tu Oui, oui, surjoues je un comprends avis. tout à fait, oui, oui, oui. Ben, en fait, ça va être très très dur, mais à la limite, tu vois, j'aurais que ça comme contenu. Ce serait ma seule présence footballistique. Bon, ben, j'assumerais le côté, tu vois, limite sur Twitter, je sais plus quelle est ma bio, mais j'ai un truc genre, surtout ici pour faire des blagues. Et Oui, sur Twitter, oui, je suis totalement OK avec le fait que certains trucs représentent pas mon opinion. ouais, Mais vu que j'ai Talk My Football, où j'essaie au contraire d'apporter de la nuance et tout, avoir une autre chaîne qui a le même nom, où c'est mon visage, où il y a des abonnés en mhm, commun, où au contraire, j'ai un positionnement qui est ultra différent, ouais, je comprends. ben, c'est hyper dur à tenir. Donc en fait, j'ai été sur ces deux limites, mais voilà, le but c'était ça, apporter de l'humour, apporter un traitement sur les petits sujets, et Ouais, ça rejoignait un deuxième truc, c'est que c'est pour ce projet-là aussi, pour dire qu'il me tenait à cœur, que je suis passé à 100% sur TMF, où je me suis dit, vas-y, je lâche mon job ouais, et je vais sur Talk My Football, en sachant que contrairement à beaucoup de gens, moi je rêvais pas de devenir youtubeur. J'étais hyper content dans ma vie professionnelle et j'ai eu une vie pro avant YouTube, j'aurai une vie pro après YouTube. Et je sais que beaucoup de gens rêvent de devenir créateur de contenu, c'est pas du tout mon cas. Donc c'était vraiment un choix. J'aurais pu devenir 100% sur TMF avant, ouais. mais c'était pas un choix financier en fait. C'était vraiment parce que j'avais envie de faire ce projet, quoi. Ouais. Et justement, et dans cette période où justement tu avais un travail à côté de la création de contenu, est-ce que tu arrivais à produire autant que tu voulais? Est-ce que tu arrivais à avoir une vie qui soit assez bien aménagée pour tout concilier? Ou est-ce que justement il y a eu des moments de difficulté, des moments de doute, des moments de down un peu? Ou non, Mm. tu as su très bien tout gérer? Euh,
Alors déjà, moi, j'avais un immense avantage, c'est que j'étais à mon compte. Ok, ah Moi, ouais, j'ai fait des études en marketcom, ouais, généraliste, mais mes expériences ont fait, notamment l'alternance, que j'étais spécialisé dans le marketing digital et à la sortie d'études, j'ai créé une agence avec 3 potes. On ok, a créé ensuite un centre de formation, on avait créé un autre site e-commerce. Enfin, tu vois, c'était des projets entrepreneuriaux, ce ok. qui fait que j'adorais mon taf, j'adorais mes collègues et j'avais en plus le luxe d'aménager le temps de manière différente. Ce qui fait qu'en Ouais, fait, quand TMF a commencé à prendre de l'ampleur, quand ça a commencé aussi en toute transparence à générer des revenus, parce que ça rentre en mm, ligne de compte, je me suis dit, ok, bah, je passe à 80% sur TMF, je passe à 50% sur TMF. ok, Et ouais. tu vois, je pouvais m'arranger comme ça vis-à-vis de mes associés. Et même avant de passer à 80%, j'avais la flemme de créer une société. Bon, bah, le chiffre d'affaires de TMF, il était directement dans la société. On s'arrangeait entre nous, tu vois. Et donc, en fait, ça s'est fait progressivement. Par contre, il y a un truc que j'avais sous-estimé et qui est important pour moi, pour mes réflexions dans l'avenir. C'est que quand tu es entrepreneur dans le marketing digital, et au départ, nous, on était une petite agence, hein, tu as le côté je fais mon métier, mais je suis aussi dirigeant. Après, on a fait un centre de formation, donc tu es en plus dirigeant d'une autre structure avec d'autres personnes. Et tu vois, c'est de la charge mentale qui va un peu dans tous les sens. C'est quand en plus tu attaques MyFootball, Mm, tu as beau avoir 50-50 du temps, bah, en fait, déjà, tous les entrepreneurs le savent. Quand tu es entrepreneur, tu bosses tout le temps. Je dis pas ça forcément dans le sens où tu fais tes heures, mais tu peux pas couper ton cerveau. Tu vois, moi, un des potes avec qui j'ai fondé l'agence, il a eu plein de jobs dans sa vie. Il a fait des petits boulots en usine, il était commercial pour Coca-Cola, il a été assez bien placé dans pas mal de boîtes pour du marketing digital. Et des fois, il me disait, j'ai bossé à l'usine, je sais que c'est hyper dur, j'en vis pas forcément ce métier, mais des fois, je me dis, j'aurais limite envie de retourner à ça, parce que quand il bossait en usine, il avait le côté, je fais mes heures de boulot, et une fois que c'est terminé, tu vois. mm. J'ai le cerveau qui coupe. Et tu vois, moi, j'avais sous-estimé ça, parce que j'étais jeune et con, pour dire la chose très clairement. C'est qu'en fait, t'as beau avoir 50-50, bah, tu penses tout le temps à TMF parce que bah, t'aimes le foot en plus. Donc, même quand t'essayes de pas être sûr du boulot, bah, forcément, quand tu regardes un match de foot, tu le connais aussi. Mm. T'as le côté ah tiens, je vais en parler comme ça et tout. Je pensais aussi beaucoup au taf à côté et le 50-50, il commençait à devenir très très lourd mentalement. Ouais, ouais, C'était ouais. une charge mentale de zinzin, pour être honnête. Ah ouais, au bout d'un moment, c'est devenu compliqué. Et ça fait combien de temps à peu près maintenant que t'es à full sur TMF? Été 2023, donc Et... 3 Ah ans. ouais, ok, 3 ans. Et donc, t'as réussi à avoir le même confort de vie, malgré le fait que tu sois passé à 100% YouTube, entre guillemets, ça va, tu t'es retrouvé, enfin, t'avais pas trop de pertes au niveau que ce soit du... Bon, le lifestyle forcément a changé, mais au niveau, par exemple, de fait de te retrouver même financièrement, parce que c'est un peu ça, des fois, l'enjeu, justement, de se dire, bah là, j'ai plus mon job et c'est YouTube qui... c'est YouTube qui fait en sorte que je Mmh. vais manger des pâtes la semaine prochaine ou pas, tu vois. Est-ce que à ce niveau-là, t'as réussi à te retrouver? Ouais, financièrement, ça a pas été un sacrifice. Alors j'ai hypothéqué un peu l'avenir en sachant que, via, mes boîtes où j'ai vendu mes parts, hein, parce que c'était Ok. notre deal dès le départ avec les associés qui aujourd'hui ont grossi et valent un paquet d'argent. Je suis passé à côté d'un paquet d'argent, mais je le savais à l'époque et je suis totalement OK là-dessus. Ok. Donc YouTube n'a jamais été un choix d'argent, au contraire, ça a été un sacrifice financier, mais sur le long terme. Par contre, sur le court terme et en termes de confort de vie au quotidien, je vais pas faire le misérable, je vis bien aujourd'hui. Ouais. Ok. J'ai pas eu de sacrifice, genre je savais que ça allait me faire perdre beaucoup d'argent. Et quand je dis beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'argent, que les gens comprennent bien, mais Ok. sur le long terme, parce que je savais que c'était des boîtes qui allaient être valorisées très très haut dans quelques temps. Mais dans le même temps, au quotidien, ça n'est pas de sacrifice. Et par contre, j'ai eu un confort de vie qui a drôlement évolué sur la charge mentale. Un truc tout con. Ouais. J'avais pris, j'en parlais avec un pote à moi que j'ai depuis mes études de droit. J'ai vite laissé tomber le droit. Lui est devenu avocat. On faisait beaucoup de sport quand on était jeune et Mm. on en parlait beaucoup. Et lui, depuis, bah, c'est pareil. Il a 32 ans aujourd'hui. Il est avocat. Il a une carrière qui est hyper remplie parce qu'il est à son compte. Et il a pris beaucoup de poids. Et tu vois, on en parlait dernièrement et on se disait, putain, mais on était tellement cons quand on était jeune et qu'on se disait, putain, les gens, ils font pas d'efforts, pourquoi ils sont pas en forme? Et en fait, Ouais. moi, je m'en suis rendu compte quand j'avais, tu vois, cette double casquette. J'arrivais plus à faire du sport, j'arrivais plus à bien manger. Bon, je mange toujours comme un sanglier. Aujourd'hui, je fais pas autant de sport que j'aimerais parce que je me blesse de temps en temps. Mais le fait de passer 100% sur TMF, ou plutôt le fait d'arrêter la double casquette, Mm. ou du moins la double casquette telle qu'elle était à l'époque,
parce que demain j'aurais peut-être une double casquette, mais emploi salarié par exemple, ce serait pas du Ouais, tout la ouais. même chose, m'a permis de vraiment me dégager du temps et de l'énergie aussi, de l'influx nerveux, tu vois, pour faire plus de choses à côté, notamment du sport, et c'était cool pour moi. Je pense qu'il aurait fallu lâcher l'un ou l'autre tôt ou tard, quoi. Ouais, ouais, non, mais clairement, moi je pense aussi que enfin, ça peut être une bonne chose. Et puis, même en vrai, indirectement, peut-être que aussi ça joue sur la qualité du contenu que tu es en capacité de produire parce que tu t'es pleinement consacré à ça. Et le moment surtout où tu vas pleinement t'y consacrer et te dédier à ça, t'es aussi un petit peu vidé. T'as eu le temps, bon, Corsair dans un esprit sain, etc. Mais t'as eu le temps de faire des choses à côté aussi qui étaient pas forcément, qui t'ont pas demandé un influx nerveux forcément ultra Ouais, important par rapport à carrément. Bah, quand surtout que t'avais. dans le côté pas coupé, pour dire les choses très franchement, j'avais beau avoir 50% du temps sur TMF, quand je suis responsable d'un client Bah ouais, et ouais. que le client il m'appelle pour dire que ces 10 000 euros de budget qu'il a mis, ça donne à rien et il faut prendre une décision immédiatement, t'es pas en mode ah non, là, je vais lui répondre cet après-midi, hein, parce que ce matin, c'est dédié à TMF. Enfin, c'est pas ma vision du taf non plus. Ouais. Donc ça débordait de toutes parts, quoi. Tu peux pas cloisonner quand tu as certains tafs. Clairement, clairement, ouais. Donc voilà, bon bah écoute, si depuis 3 ans, un peu plus de 3 ans maintenant, ça se passe très bien, on est super content pour toi que tu arrives à t'y retrouver. On va passer sans transition aux 3 dernières questions de cette petite interview, en commençant tout d'abord par cette fameuse première question des 3 questions, qui est est-ce que tout simplement tu as eu une take un jour où tu as eu un avis que aujourd'hui tu aimerais un petit peu changer par rapport à avant, par rapport au passé, ou qui s'est avéré totalement faux? Bah, on en a parlé. J'ai pas de position globale, genre sur le foot ou autre, où je fais un mea culpa. Mais il y a un truc où quand même, je me mords le poing de rage avec le recul. C'est ma fameuse vidéo J'en peux plus d'Ousmane Dembélé juste avant qu'il gagne son ballon d'or. Ah ouais, ok. Et c'est un truc que j'adore parce qu'en fait, il faut savoir que du coup, je fais cette vidéo suite à, je sais même plus, un match avec des champions, je crois, où Dembélé, je craque, j'en peux plus. Et tu vois, genre, la semaine d'après, il rentre dans sa fameuse phase où il a 6 mois Ouais, exceptionnels. la Mais, classique. mais en fait, je me dis, j'ai tout raté là-dessus. C'est quand tout le monde critiquait Dembélé, je le défendais. Oh Tu vois, j'étais l'enfer. toujours en mode À non, il contre-temps. faut arrêter. Il y a des choses qu'il apporte dans les matchs qui sont Hmm. drôlement sous-estimées. Tu vois, un peu comme ce qu'on disait pour Ferran Torres avec Ouais, certains ouais. supporters du Barça, Hmm. où il y a le côté, les gens l'ont dans le nez, ils voient que ce qui est négatif, et une fois que tu te focuses sur le fait que le mec rate sa finition, tu vois plus que ça, tu te concentres que là-dessus. Hmm. Et tu vois, j'ai vraiment ardemment défendu Ousmane Dembélé. Et tu vois, des fois, je fais des vidéos comme tout le monde sur le coup de l'émotion. Je fais cette vidéo, j'en peux plus, tu vois. Je lâche l'affaire. Et là, il devient énorme et je me dis, putain, espèce Aïe, aïe. d'idiot, tu vois. Genre, Euh, on me vanne aujourd'hui pour cette vidéo et a raison, c'est le jeu, Oui, hein. c'est normal, c'est Mais le je jeu. me dis, et les mecs qui me vannent sur cette vidéo, je sais très bien qu'à l'époque, ils me vannaient quand je défendais ce même joueur. Et je me Eh dis, oui. ah là là, la prochaine fois, tu vois. Moi qui te dis que j'aime bien tempérer un peu les avis et tout, ben voilà, là, je me suis laissé emporter, je me le reprends en pleine tête, c'est de ma faute. Ouais. Mais, du coup, ça me rappelle que bah ouais, mon approche est celle qui me ressemble le plus et des fois, il faut moi-même que je me tempère, tu vois, parce que là-dessus, je le regrette amèrement. Ouais, ouais, bah ouais, mais ça arrive, ça arrive, ça arrive à tout le monde. Et moi, le premier, justement, avec ce qui s'est passé à la Coupe du Monde. Deuxième Mais question, tu vois, ouais, juste dis-moi. pour finir, le truc qui me fait rager, c'est pas que j'ai eu tort, parce que j'ai plein de positions qui sont avérées catastrophiques où je me suis Hmm. planté, et comme je dis toujours, je suis hyper à l'aise avec ça, parce que un directeur sportif d'un club est hyper bien entouré par plein de Oui, personnes beaucoup plus compétentes que nous, et pourtant il y a beaucoup de recrutements qui se plantent, donc évidemment, nous, on peut se planter sur nos avis. Mais là, ce qui me clairement. fait rager, c'est que en plus, c'était vraiment un truc dit sur le coup de l'émotion, tu vois. Bah, Donc, c'est pas seulement que je me suis planté, c'est que j'ai même pas respecté ma propre manière ouais, ouais, d'analyser le foot en ouais. temps normal. Et direct, le karma s'est retourné contre toi et t'as dit plus jamais tu fais ça parce que sinon, Et ça c'est arrivera dit. encore. On Et sait ça comment arrivera ça se encore. passe, hein, mais bon. Ouais, oui, à chaque fois, ça arrive un petit peu. La deuxième question des 3 dernières, c'est quelle est ta pire sauce sur les réseaux sociaux, si t'en as souvenir? Si tu t'en Hmm. es pris beaucoup, beaucoup, ça peut être compliqué à s'en souvenir, mais. Alors, en vrai, depuis le temps, je m'en suis pris beaucoup.
Ah là, je vais me reprendre une sauce en évoquant cette sauce. Ouais, très bien. En fait, est-ce que tu te souviens du défenseur central algérien qui a rejoint l'Olympique Lyonnais il y a quelques années, qui a pas eu de grande carrière, en Europe, mais qui a une grosse cote d'amour parce qu'il était bon avec la sélection? Ah non, je me souviens pas, non. J'ai plus le nom. Il a fait un Ok, passage à l'OL qui a été assez décevant. ok. J'ai un trou de mémoire, je m'en excuse. Mais en fait, je fais un débrief d'un match de l'Olympique Lyonnais. Ce défenseur entre et comme tu le vois, j'ai une mémoire catastrophique. Mais il faut savoir, j'ai une mémoire catastrophique à tel point que ça m'est déjà arrivé au cours de certaines vidéos d'oublier le nom de Mbappé. Et pas Kylian, Mbappé, tu vois, alors que je fais mon débrief. Et tu vois, je pense que c'est un joueur dont je parle littéralement tous les jours dans le privé ou sur mes vidéos, Ouais, d'une manière ou d'une autre. Donc j'oublie tout le temps des noms de joueurs. J'avais même fait une vidéo au début de la chaîne où je disais le mauvais prénom pour Olivier Giroud. Alors que je sais qu'Olivier Giroud s'appelle Giroud, tu vois, mais Frédéric Giroud. ah ouais, non, mais je fais un peu moins de lapsus aujourd'hui, mais c'est un truc qui arrive à gogo. Et j'ai vraiment une mémoire horrible. Enfin bref, et du coup, pourquoi je te dis que je vais me prendre une sauce, c'est parce que à l'époque, j'avais oublié le nom de ce défenseur central. En plus, je le connaissais mal, pour être honnête. Il y a Mhm. un match de l'OL et de mémoire, le match était pas très très bon. Et tu vois, je fais le débrief et je dis, bon, il y a tel ou tel joueur qui font des bonnes choses et il y a l'entrée du défenseur central qui vient d'être recruté à l'époque, qui vient d'être recruté, qui a fait plutôt une bonne entrée, je crois, ou une entrée, ou je sais plus si je dis une bonne entrée ou une entrée moyenne, tu vois. Mais ce qui est en plus un avis totalement consensuel, tu vois. C'était le truc, tu regardais son commentaire dans le journal L'équipe, ça allait en ce sens, etc. Ouais. Et je me suis fait retenir par le col par plein de personnes qui me disaient, et je t'avoue, j'avais pas compris, j'avais pas du tout vu venir. Ah, tu dis ça parce que t'es raciste, parce que t'aimes Ouais. pas le joueur. En plus, tu fais exprès de même pas citer son nom. Ah oui, Et ouais. je pense que c'est la pire sauce que je me suis prise parce que je me suis pris, je pense, des sauces plus grandes parfois parce que c'était que quelques dizaines de commentaires, tu vois. Mais je pense que c'était la pire parce que, bah, déjà, c'est jamais cool de se faire accuser de ça, tu vois, Ouais, ouais, évidemment. ouais. Et en plus, j'avais tourné la vidéo et tout. Je suis retourné voir les commentaires quelques heures après et je vois ça et je suis tombé des nues, tu vois. Je me suis dit, Mmh. putain, Ouais, c'est relou. naïvement et dans une innocence peut-être un peu conne de ma part, j'avais pas imaginé une seule seconde que ça puisse générer ce genre de réaction. Alors que Ouais. maintenant, tu vois, avec le recul, je me dis, tu parles mal, tu commentes un match de Espagne, tu parles mal, tu dis que tu n'as pas trop apprécié Yamal durant la Coupe du Monde, par exemple, parce que moi je considère qu'Yamal n'était pas à son top durant la Coupe du Mmh. Monde par rapport à ce qu'il peut montrer. Tu vas avoir forcément un mec qui va te dire, ah, t'es anti-Barça. Oui, Tu vois. oui, oui, c'est la classique. Et c'est pareil avec la nationalité des joueurs. En club, tu vas dire que tel ou tel joueur a été décevant ou tel joueur a été bon. On va te dire, ah, mais c'est parce que t'aimes pas les joueurs de telle Oui, nationalité et oui. on peut potentiellement t'accuser de racisme. Ou dernièrement, j'ai eu l'exemple, ce qui est hyper drôle, mais hyper drôle, pour le match Rennes-PSG, tu sais, où tu as la polémique en mode où se fait Ouais. le retour et tout. Mmh. Moi, j'avais fait une tech à chaud en disant, c'est quand même rude pour le Stade Rennais si ils font le retour au Parc des Princes parce que ça leur grille leur cartouche de match à domicile, même s'ils l'ont quand même. Parce que Ouais. 4 jours pour commercialiser le match, c'est compliqué. Parce que, alors, je tiens à préciser un truc là-dessus. Il faut que les gens se rendent compte que sur ce type de match, et pour le coup, ça, c'est des choses que je sais parce que je connais quelques personnes du milieu. Euh, Ce qui est important, c'est pas tant de remplir le stade. Évidemment, tu vas remplir le stade quand tu reçois le PSG, mais c'est que tu as des entreprises qui vont acheter leur place en loge juste Ouais. pour inviter des partenaires durant 2 matchs durant l'année. Alors, quoi Ouais, qu'il arrive, ouais. ils ont payé leur loge, hein, je suis d'accord. Mais du coup, ça va vraiment être terrible pour le Stade Rennais, là, de se dire, bah, ton seul match où tu reçois le PSG, qui est potentiellement Ouais, le c'est seul ça. match qui va intéresser certains partenaires, C'est il ça, ouais. est 4 jours en avance. Quand tu es pro, bah, le temps que le club prévienne ses partenaires, que les partenaires préviennent leurs clients pour les inviter, Mmh. tu vois, tu as 4 jours, hein, finalement, tu en as 2, tu es fin août, donc tu as plein de pros qui sont en vacances, c'est une opportunité manquée. Donc je disais, c'est Mmh. quand même dommage si Rennes en paie les pots cassés. Et,
Et ma tech de départ, d'ailleurs, était sur le fait que les deux matchs devaient se faire à Rennes. Avec le recul, je me dis, ah, c'est peut-être pas bien non plus, parce qu'effectivement, l'équité sportive pour les autres clubs, c'est pourri. Je me dis, il faudrait peut-être une compensation financière. Finalement, je me dis, comment tu la calcules? C'est plus compliqué que ça. Donc, je me dis, merde, c'est une situation où finalement, voilà, tout le monde est perdant. Et en fait, avec le recul, j'ai pas de bonne solution. Mais suite à ce premier tweet, on m'a dit, non, mais tu dis ça parce que c'est le PSG, t'es anti-PSG. Et là, je me suis dit, oh, comme quoi, on va toujours te trouver un biais, parce que déjà, moi, le côté de favoriser le Stade Rennais dans une opinion, j'ai toujours tâché de parler avec une grande objectivité du Stade Rennais. C'est un club qui, à une époque, produisait un vrai bon jeu. Leur centre de formation, tu peux pas les critiquer, ils sont absolument incroyables dans les talents qui sortent. Mais tu vois, qu'on me dise que j'ai un biais qui serait dans une rivalité pro-Stade Rennais, je me dis, mais c'est lunaire, tu vois, je suis supporter de Nantes, j'ai toujours grandi avec des Nantais. Et en plus, ce côté anti-PSG, alors que toutes les semaines, je me prends l'inverse, où on me dit, t'es pro-PSG, pourquoi? Parce que je te le disais, comment je choisis mes sujets, c'est que c'est des sujets que je vois les plus traités. T'es français, tu entends beaucoup parler du PSG, je réagis beaucoup sur ça, donc je réagis beaucoup sur le PSG. En plus, il se trouve que j'aime bien comment ça joue sous Luis Enrique, la nouvelle politique de recrutement. Donc toutes les semaines, je me prends des « je suis pro PSG ». Et là, pour une opinion qui va pas dans le sens de ce mec qui était évidemment supporter du PSG, hein, on me dit « t'es anti-PSG ». C'est pour ça, en fait, avec le recul, cette sauce elle m'a fait rager, mais elle m'étonne pas du tout, parce que dès que tu dis une opinion qui plaît pas aux gens, on va pas dire que tu as une opinion pourrie, ce que je peux entendre, moi, qu'on me dise que mon opinion là-dessus, c'était de la merde, je peux parfaitement entendre, parce que même moi, je t'ai dit qu'au final, ma position de départ, je suis plus d'accord avec elle. Et on va pas te dire que ton opinion est pourrie, on va dire, ah, t'as cette opinion parce que t'es pro ça ou anti ça. Ouais, on te prête une opinion globale, mais après, ça vient aussi des fois de gens qui connaissent pas du tout ton contenu, quoi. En fait, c'est ça des fois qui est compliqué, c'est Oui, que toujours. sur Internet, tu diffuses à plein de gens, les gens ils savent pas quitter, ils voient ça, ils ont la capacité de tweeter ou de retweeter en 2 secondes, ils retweetent. Mais là où c'est encore plus embêtant, c'est quand tu sais que c'est des gars avec qui t'as déjà conversé, qui connaissent tes avis, qui connaissent tes vidéos, et là t'es en mode, mais gars, mais je fais des vidéos de 20 minutes pour t'expliquer le truc et tu comprends toujours pas que Bah, tu vois, sur ce. j'ai fait un tweet de 3 lignes, et quand tu fais des tweets de 3 lignes, des fois tu peux pas tout argumenter, tu vois. Et même des fois t'as envie de rigoler, t'as envie d'être un peu piquant, tu peux pas tout le temps faire un thread de 14 pages pour expliquer l'argument de pourquoi tel ou tel truc, quoi. Bah, tu vois, sur ce cas précis, j'ai eu le cas avec un mec avec qui j'avais déjà échangé et tout, et j'étais en mode, mais attends, tu sais très bien que moi, j'ai pas une position anti-PSG. Et comme tu disais, sur les gens qui te connaissent pas, t'es tellement habitué avec les bulles des réseaux sociaux à tout le temps être dans le conflit aussi, tu vois, que tout de suite, ça amène le côté t'es avec moi ou contre moi. Et cette phrase, on sait ce qu'elle apporte, quoi. Pas du bon. Ouais, exactement. Eh bien, passons maintenant à la toute dernière question des 3 dernières, qui porte un petit peu sur toi et ta chaîne, ou même toi et un petit peu plus le perso. Quels sont tes objectifs, justement, pour la suite des prochaines années? Moi, j'ai toujours eu tendance, quand on me posait ces questions, à répondre bah écoute, pour le moment, ça me plaît et je veux continuer ainsi. Je vais te lâcher potentiellement une petite bombe, mais j'en ai parlé avec certains. Moi, pour plein de raisons, j'ai aujourd'hui une petite lassitude par rapport à YouTube, par rapport à créer de contenu. Je me pose pas mal de questions et c'est pas impossible que TMF ce soit pas éternel et que ce soit pas éternel de manière très concrète sans donner des chances de timing. Donc en fait, moi je sais pas de quoi l'avenir il sera fait. J'ai dit que j'avais une vie avant YouTube, j'aurai une vie après YouTube. Il faudra que je prenne des décisions incessamment sous peu. Il y a même quelques décisions qui sont prises. Je peux pas trancher dans un sens ou dans l'autre publiquement. Non. Mais du coup, ce qu'on me souhaite pour l'avenir, moi, ça a toujours été la même chose. C'est que je fasse ces choix qui me permettent d'être le mieux dans ma vie. Et je le redis, moi, j'ai jamais rêvé d'être créateur de contenu dans le foot. Quand bien même à une époque je pouvais trouver ça kiffant, je trouve qu'en vieillissant la vie elle t'apprend un truc, c'est que quand tu poursuis un but, tu l'idéalises et une fois que tu atteins ce but, ça devient normalité et tu l'apprécies moins. Et je trouve que c'est important aussi de se dire ça pour les joueurs de foot. C'est à le côté non mais il est joueur de foot professionnel, il se rend pas compte de la chance qu'il a. Moi si j'étais à sa place, je vivrais comme un moine, je ferais aucune sortie, je mangerais parfaitement. Tu sais, t'as plein de gens qui disent ça. Il serait joueur.
ça tiendrait 2 semaines. J'en suis persuadé. La nature humaine est comme ça. Ouais, Et tu vois, moi, j'ai un peu ça aussi pour YouTube. Donc, je dirais sobrement et de manière énigmatique, ce qu'on peut nous souhaiter pour l'avenir, c'est de réussir à faire les choix qui me permettent d'être le mieux, voilà, ouais. humainement et d'être le plus à l'aise avec mon quotidien. Très bien, très bien. Bah écoute, c'est tout ce que je vais te souhaiter par la suite. C'est tout ce qu'on peut te souhaiter. Voilà, c'est que tu te sentes le mieux, que tu ailles vers les projets qui te tentent le plus, que tu pas énormément de lassitude là où tu vas te trouver, que tu trouves du plaisir, un peu ce sentiment de passion quand on entame soit des nouveaux projets, des nouvelles ambitions, des nouveaux objectifs. Donc c'est tout ce que je peux te souhaiter. Est-ce que toi, de ton côté, tu as un dernier mot à nous dire? Bah, tu me prends au dépourvu là. Un dernier mot, bah, je vais insister sur un truc qu'on a dit au cours de l'échange, mais hésitez pas à suivre, des médias, spécialisés clubs, qui vous plaisent pas Hmm, ou à vous mettre dans des communautés qui vous plaisent pas, pour toujours garder un contact et éviter de tomber dans ce côté bulle, quitte à regarder même des émissions qui vous plaisent pas. Je trouve ça hyper important. Alors évidemment, on a autre chose à foutre que passer l'intégralité de son temps à regarder du contenu qu'on n'apprécie pas. Je suis bien d'accord avec ça. Mais toujours garder un petit lien avec quelque chose qui nous conforte pas, qui nous met un peu en difficulté, qui nous hmm. challenge un peu. Moi, c'est un truc que je trouve hyper important dans la vie, dans tous les domaines. Mais en l'occurrence, ça s'applique très très bien au foot. Exactement, exactement. Nous retiendrons ce conseil et j'espère que les gens qui écouteront justement cet échange le prendront. Il me reste plus qu'à te remercier énormément pour le temps que tu nous as consacré, d'avoir répondu à toutes les questions en vrai. C'est bon, t'en as évité aucune, donc un grand merci à toi d'avoir été transparent sur à peu près tout. J'espère que vous de votre côté qui nous avez regardé, qui avez pris le temps ou sinon même pas regardé, hein, vous mettez ça en podcast, ça marche très bien, vous avez kiffé. Vous n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit au tout début de la vidéo, à aller vous abonner aux différents comptes de TMF parce que il y en a plusieurs sur YouTube, mais il y a aussi Twitter où c'est un sacré compte si vous avez envie un petit peu de rigoler ou même d'avoir des C'est infos, pas c'est la même toujours ligne, sympa. je C'est pas la préviens. même ligne, voilà, c'est pas la même ligne, mais c'est tout aussi sympathique. Donc si vous êtes présent sur le Média X, bien évidemment, n'hésitez pas à y aller. Un grand merci à toi pour ce temps que tu m'as accordé. Et nous, on va tous et toutes se retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo. On vous souhaite bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. À tout bientôt. Ciao. Merci pour l'invite. Salut.